Voltaire. Ce nom seul évoque des siècles de controverses, de rires sardoniques et de lumières philosophiques. Mais qui était vraiment cet homme qui a osé défier les rois, ridiculiser l'Église et transformer la pensée européenne avec sa plume acérée? Avant de plonger dans cette histoire fascinante, permettez-moi de vous inviter à mettre un petit pouce en l'air si ce voyage vous intéresse, à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos explorations historiques, et surtout, installez-vous confortablement pour un récit qui vous accompagnera peut-être jusqu'aux portes du sommeil. Bonne écoute. Imaginez un instant. Nous sommes au début du XVIIIe siècle. La France règne sur l'Europe culturelle avec une autorité incontestée. Versailles brille de mille feux. Les salons parisiens bruissent de conversations raffinées. Pourtant, derrière cette façade dorée, un système d'oppression intellectuelle règne sans partage. Dire ce que l'on pense peut vous conduire à la Bastille. Critiquer l'Église peut vous mener au bûcher. Rire du pouvoir équivaut à signer son propre arrêt de mort. Dans ce monde étouffant, comment un homme seul, armé uniquement de mots, a-t-il pu ébranler les fondations mêmes de l'autorité? Pourquoi ces livres furent-ils brûlés publiquement alors que tout le monde les lisait en cachette? Comment ce fils de notaire parisien est-il devenu l'ennemi numéro un des despotes et l'ami des philosophes les plus audacieux d'Europe? Et surtout, pourquoi continuons-nous aujourd'hui à invoquer son nom quand nous parlons de liberté d'expression? L'histoire commence dans une maison bourgeoise de Paris, au numéro 30 de la rue Saint-Antoine, dans le quartier du Marais. Nous sommes le 21 novembre 1694. Le roi Louis XIV règne depuis plus d'un demi-siècle. La France est au sommet de sa puissance militaire et culturelle, mais aussi de son autoritarisme. L'édit de Nantes vient d'être révoqué. Les protestants fuient le royaume par milliers. Les dragonnades terrorisent les provinces. Dans ce climat tendu, naît François-Marie Arouet, le benjamin d'une famille aisée. Son père, François Arouet, est notaire au Châtelet, une position respectable qui assure à la famille une certaine sécurité matérielle et sociale. Mais l'enfance du petit François-Marie est marquée par le malheur. Sa mère, Marie-Marguerite d'Aumar, meurt alors qu'il n'a que 7 ans. Cette perte précoce le marque profondément. Il gardera toute sa vie une relation compliquée avec l'idée de famille et d'autorité paternelle. D'ailleurs, des rumeurs circulent dans la famille selon lesquelles son véritable père ne serait pas le notaire Arouet, mais un certain Rochebrune, gentilhomme et poète amateur. Voltaire lui-même alimentera cette ambiguïté, refusant toujours de clarifier la question. Ce doute sur ses origines forge peut-être en lui cette distance ironique envers toutes les certitudes établies. L'enfant est frêle, maladif, toujours au bord de la maladie. Les médecins ne lui donnent pas longtemps à vivre. Pourtant, contre toute attente, il survit. Son père, pragmatique et sévère, décide de lui donner la meilleure éducation possible. À 10 ans, François-Marie entre au collège Louis-le-Grand, tenu par les jésuites. C'est là, dans ce temple de l'orthodoxie catholique, que se forge paradoxalement l'esprit critique qui caractérisera toute son œuvre future. Les jésuites sont des maîtres exigeants. Ils enseignent le latin, le grec, la rhétorique, la philosophie scolastique. Mais ils forment aussi les élèves à l'art de la dispute, à la dialectique, à la construction d'arguments solides. Le jeune François-Marie excelle dans ces exercices. Il découvre les auteurs classiques, Virgile, Horace, Cicéron, Tacite. Il apprend à manier la langue avec une précision chirurgicale. Il développe un goût prononcé pour la poésie. Mais il découvre aussi, dans les bibliothèques interdites du collège, les auteurs libertins du siècle précédent, ces penseurs qui osaient déjà questionner les dogmes religieux. Parmi ses professeurs, le père Poré joue un rôle décisif. Cet homme cultivé et relativement tolérant
encourage le talent littéraire de son élève. Il monte avec les pensionnaires des pièces de théâtre en latin. François-Marie y brille. Il découvre sa vocation, le théâtre, cet art total qui mêle poésie, philosophie et action. Il se lie d'amitié avec quelques camarades issus de la noblesse, notamment les frères d'Argenson, futurs ministres. Ces amitiés seront précieuses plus tard. Elles lui ouvriront les portes des salons aristocratiques où circulent les idées nouvelles. Mais le jeune homme développe aussi une insolence précoce. Il écrit des vers satiriques contre ses professeurs. Il se moque des rituels religieux. Il questionne les dogmes avec une audace inquiétante. Les jésuites commencent à s'inquiéter de ce brillant élève qui pourrait bien devenir un danger pour l'ordre établi. Son père, informé de ces écarts, s'alarme. Il rêve pour son fils d'une carrière dans la magistrature ou la finance, une position stable et honorable. Mais François-Marie n'en a cure. Il veut être poète. Il veut conquérir la gloire littéraire. Il veut briller dans les salons. À sa sortie du collège en 1711, le conflit entre le père et le fils éclate. François Arouet père veut que son fils étudie le droit. Le jeune homme accepte à contre-cœur. Il s'inscrit comme clerc chez un procureur. Mais au lieu de travailler, il passe son temps à écrire des vers, à fréquenter les théâtres, à courtiser les femmes. Il découvre les cercles libertins de Paris, ces sociétés secrètes où nobles désœuvrés et intellectuels audacieux échangent des idées dangereuses autour de bons vins et de jeux d'esprit. C'est dans ce milieu qu'il rencontre l'abbé de Châteauneuf, son parrain, qui l'introduit à la Société du Temple. Cette organisation réunit des esprits libres autour du duc de Vendôme, petit-fils d'Henri IV. On y célèbre Épicure, on y lit Lucrèce, on y critique ouvertement la religion révélée. On y pratique un athéisme joyeux, un matérialisme hédoniste qui choque profondément la société officielle. Le jeune François-Marie est ébloui. Il a trouvé sa famille spirituelle. Il écrit des poèmes galants, des épigrammes cinglantes, des satires politiques. Sa réputation grandit dans ce petit monde interlope. Son père s'affole. Pour éloigner ce fils indocile des dangers parisiens, il l'envoie à La Haye comme secrétaire de l'ambassadeur de France aux Provinces-Unies. Nous sommes en 1713. Le jeune homme a 19 ans. C'est son premier contact avec l'étranger, avec une société protestante plus ouverte, plus tolérante. Mais au lieu de se consacrer à ses devoirs diplomatiques, François-Marie tombe éperdument amoureux d'une jeune huguenote, Olympe Dunoyer, fille d'un réfugié français. Il lui écrit des lettres enflammées. Il projette de l'enlever pour l'épouser. Le scandale éclate. L'ambassadeur, furieux, renvoie le jeune secrétaire en France. Son père, exaspéré, menace de le faire enfermer ou de l'expédier aux colonies. François-Marie comprend qu'il doit jouer plus finement. Il feint de se soumettre. Il accepte un poste de clerc chez un notaire. Mais il continue en secret à fréquenter les salons, à écrire, à construire sa réputation littéraire. Il travaille sur une tragédie, Oedipe, qui doit le faire connaître du grand public. En 1715, Louis XIV meurt après 72 ans de règne. La régence commence. Le duc d'Orléans prend le pouvoir au nom du jeune Louis XV, âgé de 5 ans seulement. C'est une période de relâchement moral et intellectuel. Après la rigidité des dernières années du roi Soleil, après les défaites militaires et les famines, après la répression religieuse, la société française respire. Les salons se multiplient, les idées circulent plus librement, les spectacles se développent. C'est le moment que choisit François-Marie pour frapper un grand coup. Mais avant le triomphe vient l'épreuve. En mai 1716, des vers satiriques circulent dans Paris, attaquant violemment le régent. On les attribue au jeune Arouet. Vrai ou faux,
Le pouvoir ne badine pas avec ce genre d'offense. François-Marie est arrêté et embastillé. Il passe près d'1 an à la Bastille. Cette expérience de la prison, loin de le briser, le fortifie. Il lit énormément. Il écrit. Il compose une épopée, la Henriade, qui célèbre Henri IV, le roi tolérant qui mit fin aux guerres de religion. Il peaufine sa tragédie Oedipe. Il médite sur la nature du pouvoir, sur l'injustice, sur l'arbitraire. Quand il sort de prison en avril 1717, c'est un homme transformé. Il a compris que pour survivre dans ce monde dangereux, il faut de l'argent, des protections, de la prudence. Mais il a aussi décidé de consacrer sa vie à combattre l'intolérance et le despotisme. Il abandonne définitivement son nom de naissance. François-Marie Arouet disparaît. Voltaire naît. L'origine de ce pseudonyme reste mystérieuse. Anagramme d'Arouet le Jeune en latin? Référence à un domaine familial? Simple invention euphonieuse? Peu importe. Ce nouveau nom marque une rupture, une renaissance. C'est sous ce nom qu'il va conquérir l'Europe. Sa tragédie Oedipe est représentée à la Comédie Française en novembre 1718. C'est un triomphe immédiat et éclatant. Le public parisien, avide de nouveautés après des années de conformisme, applaudit à tout rompre. Les vers ciselés, la psychologie subtile des personnages, les allusions politiques à peine voilées enchantent les spectateurs. Voltaire a 24 ans. Il est déjà célèbre. Les portes des salons les plus prestigieux s'ouvrent devant lui. Il devient l'habitué de la duchesse du Maine, à Sceaux. Ce château abrite une cour brillante où se réunissent artistes, écrivains, musiciens. On y joue des comédies, on y improvise des poèmes, on y discute philosophie et politique jusqu'au petit matin. Voltaire y brille par son esprit, sa culture, sa capacité à improviser des vers sur n'importe quel sujet. Il séduit par son intelligence malgré sa laideur physique. Car Voltaire n'est pas beau, il est maigre, anguleux, le visage émacié, les yeux perçants. Mais son charme opère par la parole. Il fréquente également le salon de Madame de Lambert, rue de Richelieu. C'est un cercle plus intellectuel, plus sérieux. On y débat des grandes questions morales et philosophiques. On y lit les auteurs anciens et modernes. On y forge les idées qui constitueront bientôt le cœur de la philosophie des Lumières. Voltaire y rencontre Fontenelle, le vieux sage qui a connu le siècle de Louis XIV et qui transmet aux jeunes générations l'esprit critique et l'amour de la science. Il y côtoie Montesquieu, esprit brillant et caustique qui prépare ses lettres persanes. Mais Voltaire n'est pas seulement un mondain brillant. Il veut aussi réussir matériellement. Il comprend très tôt que l'indépendance financière est la condition de l'indépendance intellectuelle. Un écrivain qui dépend des pensions royales ou des faveurs aristocratiques n'est jamais vraiment libre. Voltaire se lance donc dans les affaires. Il spécule sur les emprunts d'État. Il investit dans le commerce maritime. Il prête de l'argent à des taux avantageux. Il s'associe avec des banquiers. En quelques années, il bâtit une fortune considérable. Cette richesse lui permettra plus tard de défier les puissants sans craindre la ruine. En 1723, il publie la Henriade. Ce long poème épique célèbre Henri IV comme le roi idéal, celui qui a mis fin aux guerres civiles religieuses, qui a promulgué l'édit de Nantes garantissant la tolérance. Le message est clair. Face au fanatisme, la tolérance. Face à l'absolutisme religieux, la raison d'État. Le livre est un succès considérable. Il est réédité plusieurs fois. Il circule dans toute l'Europe. Voltaire n'est plus seulement un auteur de théâtre à succès. Il devient un intellectuel majeur, un penseur politique. Mais sa langue acérée lui attire aussi des ennemis. En décembre 1725, lors d'un dîner chez le duc de Sully,
Il échange des propos vifs avec le chevalier de Rohan-Chabot, aristocrate arrogant qui méprise les roturiers, même talentueux. Quelques jours plus tard, alors que Voltaire quitte l'hôtel de Sully, des hommes de main du chevalier le rossent à coups de bâton pendant que leur maître, resté dans son carrosse, donne des ordres. Humilié, furieux, Voltaire veut se battre en duel. Il prend des leçons d'escrime, il défie le chevalier. Mais la famille Rohan fait jouer ses relations. Voltaire est à nouveau embastillé. C'est un tournant décisif. Il comprend que malgré son talent, malgré sa fortune, malgré sa célébrité, il reste un roturier. La noblesse peut l'humilier impunément. La justice est à deux vitesses. Le pouvoir arbitraire règne sans contrôle. Cette expérience personnelle de l'injustice sociale nourrit sa révolte intellectuelle. Après quelques semaines, on lui propose un marché. La liberté contre l'exil. Il accepte. En mai 1726, il s'embarque pour l'Angleterre. Ce séjour anglais, qui durera près de 3 ans, transforme radicalement sa pensée. Il découvre un pays profondément différent de la France. La monarchie anglaise est limitée par le Parlement. La glorieuse Révolution de 1688 a établi des droits fondamentaux. La presse est relativement libre. Les religions coexistent sans que l'une écrase les autres. Newton vient de mourir et on lui fait des funérailles nationales, comme à un héros. Un mathématicien, un savant, traité comme un prince. En France, cela serait impensable. Voltaire apprend l'anglais rapidement. Il lit Locke, le philosophe de l'empirisme et du contrat social. Il découvre Newton et sa physique révolutionnaire. Il assiste aux débats parlementaires. Il rencontre Pope, Swift, d'autres écrivains anglais. Il observe avec fascination cette société où un écrivain peut critiquer le gouvernement sans finir en prison. Il note tout, compare, analyse. Il comprend que le retard français n'est pas une fatalité. D'autres modèles politiques et intellectuels sont possibles. Il fréquente aussi la haute société londonienne. Il est reçu à la cour. Il rencontre des aristocrates éclairés qui respectent les talents intellectuels. Il discute avec des marchands enrichis qui n'ont aucun complexe d'infériorité face à la noblesse. Il découvre une société plus fluide, plus méritocratique. Cette expérience anglaise nourrit ses lettres philosophiques qu'il commence à rédiger. Ces lettres sont une bombe à retardement. Sous couvert de décrire l'Angleterre, elle critique férocement la France, son absolutisme, son intolérance, son obscurantisme. De retour en France en 1729, Voltaire est plus prudent. Il sait que ses idées sont dangereuses. Il retarde la publication des lettres philosophiques. Il se consacre au théâtre. Il écrit Brutus, tragédie qui célèbre la liberté républicaine. Puis Zaïre, histoire d'amour entre une chrétienne et un musulman, plaidoyer pour la tolérance religieuse. Ces pièces connaissent un immense succès. Voltaire règne sur le théâtre français. Ses œuvres sont jouées des dizaines de fois. Il accumule droits d'auteur et pensions. Mais il ne renonce pas à ses projets philosophiques. En 1731, il commence une liaison avec Émilie du Châtelet, femme exceptionnelle, mathématicienne, physicienne, traductrice de Newton. C'est une relation intellectuelle autant qu'amoureuse. Ensemble, ils étudient la philosophie naturelle, conduisent des expériences, débattent des grands problèmes métaphysiques. Émilie possède un château à Cirey, en Champagne, à la frontière de la Lorraine indépendante. Voltaire peut s'y réfugier en cas de danger. Il y installe un laboratoire, une bibliothèque immense, un théâtre privé. Cirey devient un centre intellectuel où affluent savants et philosophes. En 1734, les lettres philosophiques sont publiées clandestinement à Amsterdam,
puis introduite en France. Le scandale est immense. Le livre est condamné par le Parlement de Paris. On ordonne de le brûler publiquement en place de Grève. Un mandat d'arrêt est lancé contre Voltaire. Il fuit à Cirey. Commence alors une vie étrange, partagée entre Paris, où il vient quand la menace s'atténue, et la province, où il se cache quand le danger se précise. Il écrit sans relâche. Tragédies, poèmes, essais philosophiques, travaux scientifiques. Sa production est phénoménale. Avec Émilie, il rédige les éléments de la philosophie de Newton, ouvrage de vulgarisation scientifique qui introduit en France les idées révolutionnaires du savant anglais. Jusqu'alors, la France reste cartésienne. On croit au tourbillon de matière subtile. Newton a montré que la gravitation universelle explique les mouvements des planètes sans recourir à ces fictions. Mais ces idées pénètrent difficilement en France. Le livre de Voltaire et Émilie change la donne. Écrit avec clarté et esprit, il rend accessible une physique complexe. La science newtonienne commence à s'imposer dans les esprits français. Voltaire travaille aussi sur l'histoire. Il est convaincu que l'histoire ne doit pas être seulement un récit de batailles et de rois, elle doit expliquer l'évolution des sociétés, des mœurs, des idées. Il entreprend le siècle de Louis XIV, première vraie histoire culturelle et sociale. Il décrit l'administration, l'économie, les arts, la littérature. Il montre comment un siècle entier a été marqué par un seul homme. Mais il critique aussi les guerres inutiles, les persécutions religieuses, les erreurs politiques. C'est une histoire critique, qui ne se contente pas d'encenser le pouvoir. Les années 30 et 40 du XVIIIe siècle sont pour Voltaire une période de production intellectuelle intense. Il écrit des dizaines de pièces de théâtre. Alzire, Mahomet, Mérope, Sémiramis. Certaines sont des succès, d'autres des échecs. Mais toutes portent son message philosophique. Il utilise le théâtre comme une tribune. Sous couvert de sujets exotiques ou historiques, il parle de tolérance, de justice, de liberté. Le public comprend les allusions, les censeurs aussi. Plusieurs pièces sont interdites ou mutilées. Il correspond avec toute l'Europe savante. Ses lettres circulent de Londres à Saint-Pétersbourg, de Berlin à Naples. Il devient le centre d'un réseau intellectuel continental. Les philosophes, les savants, les écrivains lui écrivent pour avoir son avis, pour débattre, pour demander son soutien. Il répond à tous, avec cette verve qui le caractérise. Ses lettres sont des chefs-d'œuvre de style. Courtes, percutantes, pleines d'esprit. Il sait louer, critiquer, conseiller, provoquer. Il manie l'ironie comme une arme de précision. En 1745, après des années de disgrâce larvée, Voltaire parvient à se réconcilier avec le pouvoir. Louis XV et Madame de Pompadour, la maîtresse royale, apprécient ses talents. Il est nommé historiographe du roi et gentilhomme ordinaire de la Chambre. Il reçoit une pension. Il est élu à l'Académie française. C'est la consécration officielle. Le rebelle est intégré au système. Certains y voient une trahison. Voltaire, pragmatique, sait que ses honneurs lui donnent une protection précieuse. Mais il ne renonce pas à ses combats. Il continue d'écrire des textes philosophiques provoquants. Zadig, conte oriental publié en 1747, raconte l'histoire d'un sage qui découvre que le monde est gouverné par le hasard et la nécessité, non par une providence bienveillante. C'est une critique à peine voilée de l'optimisme providentialiste défendu par l'Église. Le livre est un succès. Le conte philosophique devient un genre voltairien. Court, alerte, ironique, il permet de faire passer des idées dangereuses sous une forme divertissante. En 1749, Émilie du Châtelet meurt en couche. Voltaire est dévasté. Il perd sa compagne intellectuelle, son amie, sa collaboratrice. Il se retrouve seul, sans attache vraie. Il a 55 ans.
Il est riche, célèbre, influent. Mais il est aussi fatigué, malade, désabusé. La cour de Versailles l'ennuie. Les intrigues parisiennes le dégoûtent. Il cherche un refuge. Il le trouve en Prusse. Frédéric II, roi de Prusse, l'admire depuis des années. Ils correspondent depuis 1736. Frédéric se présente comme un philosophe couronné, un despote éclairé qui veut réformer son royaume selon les principes de la raison. Il invite Voltaire à venir s'installer à Berlin. Il lui promet une pension généreuse, un appartement au palais, la liberté de penser et d'écrire. Voltaire hésite. Il connaît les risques. Un roi reste un roi. Mais la tentation est forte. Il accepte. En juin 1750, il s'installe à Potsdam. Les premiers mois sont enchanteurs. Frédéric et Voltaire soupent ensemble presque chaque soir. Ils discutent philosophie, littérature, politique. Le roi écrit des vers que Voltaire corrige. Voltaire rédige des textes que le roi commente. Ils se promènent dans les jardins de Sans Souci. Ils assistent à des concerts. Frédéric joue de la flûte. Bach est venu quelques années plus tôt. L'atmosphère est raffinée, intellectuelle, libre. Voltaire se croit au paradis des philosophes. Mais les tensions apparaissent vite. Frédéric est un despote, même éclairé. Il ne supporte pas la contradiction. Il veut briller plus que ses invités. Voltaire, habitué à dominer les conversations, s'impatiente. De plus, il se querelle avec Maupertuis, président de l'Académie de Berlin, au sujet d'une affaire scientifique obscure. Voltaire écrit une satire féroce, la diatribe du docteur Akakia, qui ridiculise Maupertuis. Frédéric, furieux qu'on attaque son protégé, fait brûler publiquement le pamphlet. L'idylle tourne au vinaigre. En 1753, après 3 ans de cohabitation orageuse, Voltaire quitte la Prusse. Mais Frédéric, vexé, le fait arrêter à Francfort par ses agents. On fouille ses bagages. On confisque ses manuscrits. On le retient plusieurs semaines dans une auberge minable. C'est une humiliation publique. Voltaire, 60 ans, malade, est traité comme un malfaiteur. Il comprend définitivement qu'on ne peut pas faire confiance au prince, même philosophe. Le pouvoir corrompt toujours. Seule l'indépendance totale garantit la liberté. Il erre quelque temps entre l'Alsace et la Suisse. Il ne peut rentrer à Paris. Il n'est pas vraiment le bienvenu en Prusse. Il cherche un refuge sûr. En 1755, il achète une propriété aux Délices, près de Genève. C'est une belle maison avec un grand jardin, une vue magnifique sur le lac et les montagnes. Il s'y installe avec sa nièce, Madame Denis, qui lui sert de secrétaire et de maîtresse. Il aménage un théâtre, une bibliothèque. Il reçoit des visiteurs du monde entier. Les Délices deviennent un lieu de pèlerinage pour tous les esprits éclairés d'Europe. Mais Genève, république calviniste austère, voit d'un mauvais œil ce vieux libertin qui monte des pièces de théâtre, art suspect pour les protestants rigides. Voltaire, prudent, achète d'autres propriétés, de l'autre côté de la frontière, en France. En 1758, il acquiert Ferney, domaine situé dans le pays de Gex, à quelques kilomètres de Genève. C'est là qu'il passera les 20 dernières années de sa vie. C'est là qu'il deviendra vraiment Voltaire, le patriarche de Ferney, le grand vieillard incontournable de la République des lettres. Ferney est un village misérable quand Voltaire s'y installe. Quelques dizaines de paysans pauvres, des maisons délabrées, une économie inexistante. Voltaire va transformer ce lieu en modèle de développement éclairé. Il reconstruit le château, il fait paver les rues, il installe des manufactures, horlogerie, soierie, dentelle. Il attire des artisans qualifiés, il leur prête de l'argent.
Il négocie des exemptions fiscales avec le pouvoir royal. En quelques années, Ferney prospère. La population double. Les gens mangent à leur faim. Les maisons sont propres. C'est un exemple concret de ce que peuvent accomplir les Lumières appliquées à la réalité sociale. Mais Voltaire ne se contente pas de jouer au seigneur bienfaisant. De Ferney, il lance ses grandes campagnes philosophiques. Il écrit des centaines de lettres qui circulent dans toute l'Europe. Il publie des pamphlets qui secouent l'opinion. Il intervient dans les affaires publiques avec une audace croissante. Il a 65 ans, puis 70, puis 75. On le croit fini. Il se prétend lui-même à l'agonie. Mais il écrit plus que jamais. Son énergie est stupéfiante. En 1759, il publie Candide. C'est son chef-d'œuvre. Ce conte philosophique raconte les mésaventures d'un jeune homme naïf qui traverse le monde en découvrant horreur sur horreur. Guerre, massacre, esclavage, intolérance, catastrophes naturelles. Son précepteur, Pangloss, lui répète que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Formule qui parodie l'optimisme de Leibniz. Mais les faits démentent sans cesse cette philosophie béate. À la fin, Candide renonce aux grandes théories. Il se retire dans une ferme avec quelques amis. Il cultive son jardin. C'est-à-dire qu'il agit modestement, concrètement, utilement, au lieu de se perdre en spéculations métaphysiques stériles. Le livre est un triomphe immédiat. Des dizaines d'éditions paraissent en quelques mois. On le traduit dans toutes les langues. On le lit de Lisbonne à Moscou. L'Église le condamne. Le pouvoir le censure. Mais rien n'y fait. Candide circule sous le manteau. On se le passe de main en main. On le recopie. Son style alerte, son humour dévastateur, sa philosophie désabusée mais humaine touche tous les publics. C'est un des livres les plus lus du XVIIIe siècle. Il reste aujourd'hui un classique mondial. Mais Voltaire ne s'arrête pas là. Il entreprend de grandes œuvres historiques. L'Essai sur les mœurs retrace l'histoire universelle depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII. C'est une histoire mondiale qui inclut la Chine, l'Inde, le monde arabe, pas seulement l'Europe. C'est une histoire des civilisations, pas seulement des rois et des guerres. Voltaire montre comment les sociétés évoluent, comment les mœurs se transforment, comment les idées se diffusent. Il critique les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion. Il montre que le fanatisme a toujours été le grand ennemi du progrès humain. Son dictionnaire philosophique, publié d'abord en 1764 puis enrichi constamment, est un arsenal complet de la pensée des Lumières. Sous forme d'articles courts, alphabétiques, il traite de tous les sujets. Religion, politique, morale, histoire, science. Chaque article est une petite bombe. Sous une apparence anodine, il distille le doute, la critique, l'ironie. Il démonte les superstitions. Il ridiculise les dogmes. Il appelle à la tolérance, à la raison, à l'humanité. Le livre est interdit partout. Il se vend partout. C'est aussi l'époque des grandes affaires judiciaires. Voltaire découvre sa véritable vocation, défenseur des victimes de l'intolérance et de l'arbitraire. En 1762 éclate l'affaire Calas. Jean Calas, négociant protestant de Toulouse, est accusé d'avoir tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Sur cette accusation douteuse, sans preuve solide, il est condamné, torturé, roué et exécuté. Sa famille est dispersée, ses biens confisqués. Voltaire entend parler de cette affaire. Il enquête. Il écrit à des correspondants toulousains. Il reconstitue les faits. Il comprend que Calas est innocent, victime du fanatisme religieux qui règne dans le midi de la France. Il décide de réhabiliter sa mémoire. Il lance une campagne d'opinion extraordinaire.
Il écrit son traité sur la tolérance, texte magnifique qui appelle à mettre fin aux persécutions religieuses. Il mobilise les philosophes, les écrivains, les magistrats éclairés de toute l'Europe. Il sollicite l'intervention du roi, des ministres, des parlementaires. Pendant 3 ans, il harcèle, argumente, persuade. Il fait circuler des mémoires juridiques. Il collecte des fonds pour la veuve Calas. Il transforme une obscure affaire provinciale en scandale européen. Finalement, en 1765, le Conseil du roi casse le jugement toulousain. Jean Calas est reconnu innocent à titre posthume. Sa famille est réhabilitée et indemnisée. C'est une victoire immense. Elle prouve qu'un intellectuel engagé peut faire plier le pouvoir. Elle montre que l'opinion publique devient une force politique majeure. Voltaire ne s'arrête pas là. Affaire Sirven, autre protestant accusé injustement. Affaire du chevalier de Labarre, jeune homme de 19 ans condamné à mort pour blasphème et impiété. Il n'a pas ôté son chapeau au passage d'une procession. On trouve chez lui des livres interdits, dont le dictionnaire philosophique de Voltaire. Il est torturé, décapité, son corps brûlé avec le livre de Voltaire. L'horreur de cette affaire marque profondément le vieux philosophe. Il comprend que le fanatisme n'est pas mort, que le combat pour la tolérance est un combat perpétuel. Il multiplie les pamphlets, courts, percutants, anonymes ou signés de pseudonymes transparents. Il inonde l'Europe de textes qui dénoncent l'intolérance, le despotisme, l'obscurantisme. Il invente une formule qu'il répète dans ses lettres. Écrasons l'infâme. L'infâme, c'est le fanatisme religieux. C'est l'alliance du trône et de l'autel. C'est tout ce qui opprime la pensée libre. Cette formule devient le cri de ralliement des philosophes. À Ferney, il reçoit des dizaines de visiteurs chaque année. Ils viennent de toute l'Europe pour voir le grand homme, pour l'entendre parler, pour recueillir sa bénédiction philosophique. Il les accueille avec courtoisie, malgré sa santé fragile. Il est toujours malade, toujours mourant, mais il ne meurt jamais. Il se gave de médicaments. Il vit de bouillon et de café. Il dort peu. Il écrit sans cesse. Sa production littéraire est phénoménale. On estime à plus de 200 le nombre de volumes qu'il a écrits ou auxquels il a contribué. Il correspond avec les souverains éclairés d'Europe. Catherine II de Russie, qu'il appelle la Sémiramis du Nord, Gustave XXX de Suède, Joseph II d'Autriche. Il les flatte, les conseille, les encourage dans leurs réformes. Il croit au despotisme éclairé, à l'idée qu'un souverain philosophe peut faire le bonheur de son peuple en imposant d'en haut les lumières de la raison. C'est une illusion. Les despotes restent des despotes. Mais Voltaire, pragmatique, pense qu'il vaut mieux travailler avec les puissants que contre eux, du moins quand ils montrent des signes d'ouverture. Avec Diderot, d'Alembert et les encyclopédistes, les relations sont ambiguës. Voltaire admire l'encyclopédie, ce monument du savoir qui prétend rassembler toutes les connaissances humaines. Il y contribue par quelques articles. Mais il n'aime pas le ton parfois dogmatique de certains encyclopédistes. Il se méfie du matérialisme athée de Diderot et d'Holbach. Lui-même n'est pas athée. Il croit en une sorte de Dieu architecte, qui a créé l'univers et ses lois, puis s'en est retiré. C'est le déisme des Lumières, religion minimale, rationnelle, qui rejette les miracles, les révélations, les dogmes, mais conserve l'idée d'un principe créateur. Pourquoi cette foi minimale ? Voltaire pense qu'elle est nécessaire pour fonder la morale. Si Dieu n'existe pas, dit-il, il faudrait l'inventer. Car sans la croyance en une justice transcendante, sans la crainte d'un châtiment après la mort, les hommes s'abandonneraient à leurs pires instincts. C'est un argument conservateur, pragmatique. Il reflète la méfiance de Voltaire envers le peuple, qu'il juge encore trop ignorant pour se passer de religion. Les Lumières, selon lui, sont destinées d'abord aux élites.
le peuple suivra plus tard. Cette position lui vaut des critiques. Rousseau, notamment, l'attaque violemment. Jean-Jacques et Voltaire s'opposent sur presque tout. Rousseau croit en la bonté naturelle de l'homme, corrompu par la société. Voltaire pense que l'homme est naturellement égoïste et que seule la civilisation peut le polisser. Rousseau exalte le sentiment, la nature, la simplicité. Voltaire préfère la raison, la culture, le raffinement. Rousseau écrit des livres brûlants, confessionnels, qui remuent les âmes. Voltaire écrit des textes froids, ironiques, qui visent l'intelligence. Les deux hommes se détestent cordialement. Ils échangent des lettres assassines. Rousseau accuse Voltaire d'être un cynique, un courtisan, un riche égoïste qui se moque du peuple tout en prétendant le défendre. Voltaire traite Rousseau de fou, de masochiste, d'énergumène dangereux qui prêche la révolte et le désordre. Cette querelle reflète une tension profonde au sein des Lumières. D'un côté, les modérés, réformistes, qui veulent améliorer le système sans le renverser. De l'autre, les radicaux, qui rêvent de tout reconstruire sur des bases nouvelles. Voltaire vieillit. Dans les années 70, il a plus de 80 ans. Il est devenu une légende vivante. Ferney est un lieu mythique. On parle du patriarche de Ferney comme d'un oracle. Ses moindres mots sont répétés, commentés, cités. Il incarne la conscience critique de l'Europe. Quand une injustice éclate quelque part, on se tourne vers lui. On lui écrit. On lui demande d'intervenir. Et il le fait, inlassablement, malgré son grand âge. En 1778, après 28 ans d'absence, il décide de retourner à Paris. Il veut assister à la première de sa dernière tragédie, Irène. Il veut revoir la ville qu'il a tant aimée. Il sait que c'est peut-être son dernier voyage. Il part en février. Le voyage est épuisant. À Paris, c'est le délire. La foule se presse pour voir le grand homme. On l'acclame dans les rues. L'Académie française lui fait un triomphe. À la Comédie Française, on le couronne de laurier pendant la représentation d'Irène. C'est une apothéose. Il a 84 ans. Il est le roi non couronné des lettres françaises. Mais cette agitation le fatigue. Il tombe malade. Le 30 mai 1778, il meurt dans son appartement parisien, quai des Théatins. L'Église refuse de l'enterrer religieusement. Il a toujours refusé de se rétracter, de désavouer ses écrits. Son neveu, l'abbé Mignot, fait transporter secrètement le corps à l'abbaye de Célières, en Champagne, où il obtient une sépulture chrétienne en cachant les vraies opinions du défunt. C'est une ironie finale. Voltaire, l'ennemi de l'Église, enterré par ruse dans un lieu consacré. 13 ans plus tard, en 1791, la Révolution française triomphante décide de transférer ses cendres au Panthéon. C'est une cérémonie grandiose. Un cortège immense traverse Paris. On porte un sarcophage où est inscrit « Il vengea Calas, La Barre, Sirvin et Montbailly. Il combattit les athées et les fanatiques. Il inspira la tolérance, il réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité. » Poète, philosophe, historien, il a fait prendre un grand essor à l'esprit humain et il nous a préparés à devenir libres. Les révolutionnaires voient en Voltaire un précurseur. Ils ont raison et tort à la fois. Voltaire a effectivement combattu le despotisme, l'intolérance, l'obscurantisme. Mais il n'était pas démocrate. Il croyait au gouvernement des élites éclairées, pas à la souveraineté populaire. Il méprisait la foule, qu'il jugeait ignorante et dangereuse. Il n'aurait certainement pas approuvé la terreur, les massacres, les excès révolutionnaires. Mais il aurait sans doute applaudi à l'abolition des privilèges, à la déclaration des droits de l'homme, à la séparation de l'Église et de l'État. L'héritage de Voltaire est immense et contradictoire. D'un côté, c'est le champion de la liberté de pensée,
de la tolérance, des droits humains. Ses combats judiciaires restent des modèles d'engagement intellectuel. Son traité sur la tolérance est toujours lu, toujours actuel. Sa formule « écrasons l'infâme » résonne encore quand le fanatisme relève la tête. Son ironie, son esprit critique, son refus des dogmes ont marqué durablement la culture française et européenne. Mais d'un autre côté, Voltaire était un homme de son temps, avec ses limites et ses préjugés. Il était élitiste. Il croyait à une hiérarchie naturelle des talents et des intelligences. Il avait des opinions discutables sur les peuples non européens, même s'il admirait certaines civilisations asiatiques. Il s'est enrichi par des moyens parfois troubles, notamment en investissant dans le commerce triangulaire, même s'il a dénoncé l'esclavage dans Candide. C'était un homme complexe, plein de contradictions. Son œuvre littéraire a mal vieilli. Ses tragédies, qui faisaient pleurer le XVIIIe siècle, nous paraissent aujourd'hui froides et déclamatoires. Ses poèmes épiques sont oubliés. On ne lit plus la Henriade. Seuls restent vivants les contes philosophiques, surtout Candide, et quelques textes polémiques. Mais cela suffit à assurer son immortalité. Voltaire appartient à ce petit groupe d'écrivains dont le nom seul évoque une attitude intellectuelle, une posture morale. Dire de quelqu'un qu'il est voltairien, c'est dire qu'il est ironique, sceptique, tolérant, ennemi des fanatismes. C'est un adjectif qui a survécu à l'œuvre elle-même. Peu de gens aujourd'hui ont lu Voltaire en entier. Beaucoup connaissent quelques formules, quelques anecdotes. Mais tout le monde sait ce que signifie le nom de Voltaire. C'est le symbole des Lumières, de l'esprit critique, de la libre pensée. Son influence sur la modernité est incalculable. Il a contribué à faire naître l'opinion publique comme force politique. Avant lui, on ne concevait guère qu'un écrivain puisse infléchir les décisions du pouvoir. Voltaire a montré qu'un intellectuel, armé de sa plume et de son réseau, pouvait mobiliser l'Europe entière autour d'une cause juste. Il a inventé l'engagement intellectuel moderne. Zola, défendant Dreyfus, marche dans ses pas. Sartre, engagé dans tous les combats de son temps, se réclame de cette tradition. Voltaire a aussi renouvelé les genres littéraires. Le conte philosophique, qu'il a porté à la perfection, reste un outil privilégié pour faire passer des idées complexes de manière accessible. Le pamphlet voltairien, bref, percutant, ironique, a inspiré des générations de polémistes. Sa correspondance monumentale, plus de 20 000 lettres, est un chef-d'œuvre de prose française. Chaque lettre est un petit bijou de style, d'esprit, d'intelligence. On y voit le travail quotidien d'un intellectuel qui pense en écrivant, qui construit son réseau, qui influence son époque. Il a transformé la manière d'écrire l'histoire. Avant lui, l'histoire était souvent un récit providentialiste ou une chronique dynastique. Voltaire en a fait une science sociale. Il s'intéressait aux structures, aux mentalités, aux évolutions longues. Il comparait les civilisations. Il cherchait des lois générales. Il annonçait déjà les historiens du XIXe et du XXe siècle, de Michelet à Braudel. Sa conception de la religion a durablement marqué la laïcité française. Voltaire ne voulait pas supprimer la religion. Il voulait la cantonner à la sphère privée. Il défendait une stricte séparation entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse. Chacun doit pouvoir croire ou ne pas croire comme il l'entend, sans que l'État impose une religion officielle, sans que l'Église prétende régenter la société civile. Cette idée, révolutionnaire au XVIIIe siècle, est devenue un pilier des démocraties modernes. Mais l'héritage de Voltaire est aussi contesté. Certains lui reprochent son élitisme, son mépris du peuple. D'autres critiquent son déisme tiède, qui ne satisfait ni les croyants ni les athées. D'autres encore pointent ses limites, ses incohérences. Il prêchait la tolérance, mais pouvait être très intolérant envers ses adversaires.
Il dénonçait le despotisme, mais flattait les despotes. Il célébrait la raison, mais cédait parfois à la passion polémique. Ces contradictions ne doivent pas nous surprendre. Voltaire n'était pas un philosophe systématique. Il n'a pas construit de grands systèmes métaphysiques comme Kant ou Hegel. C'était un penseur pragmatique, un combattant intellectuel qui adaptait ses arguments aux circonstances. Il cherchait l'efficacité, pas la cohérence absolue. C'est ce qui fait sa force et sa faiblesse. Sa force, parce que ses textes gardent une actualité, une vivacité que n'ont pas toujours les grandes constructions philosophiques. Sa faiblesse, parce qu'on peut lui opposer ses propres contradictions. Il faut aussi replacer Voltaire dans son contexte. Il a vécu dans un siècle de transition. L'Ancien Régime s'effritait, mais tenait encore. Les Lumières progressaient, mais n'avaient pas encore triomphé. Voltaire a dû naviguer entre des contraintes multiples. La censure, la menace de prison, le besoin de protections aristocratiques. Il a usé de toutes les stratégies, l'anonymat, le pseudonyme, l'exil, l'ironie, l'allusion. Il a pratiqué l'art de dire sans dire, de suggérer sans affirmer. C'est cette prudence tactique qui lui a permis de survivre et d'influencer son époque. En fin de compte, que reste-t-il de Voltaire ? Un nom, un symbole, quelques formules célèbres. On lui attribue souvent à tort la phrase « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Il n'a jamais écrit exactement cela. C'est une paraphrase inventée par une biographe au XXe siècle. Mais peu importe, la phrase résume bien son esprit. La liberté d'expression, même pour des opinions qu'on réprouve, est le fondement de toute société civilisée. Cette idée, simple en apparence, reste révolutionnaire. Dans combien de pays aujourd'hui peut-on vraiment critiquer le pouvoir, se moquer de la religion, défendre des idées impopulaires sans risquer la prison ou pire ? La liberté d'expression que Voltaire a défendue reste un combat perpétuel. Chaque génération doit la reconquérir, la protéger contre ceux qui voudraient la limiter au nom de l'ordre, de la religion, de la morale, de l'identité nationale ou de la sécurité. Voltaire nous rappelle aussi que l'intellectuel a un rôle à jouer dans la cité. Non pas pour imposer ses vues, non pas pour prétendre détenir la vérité absolue, mais pour questionner, critiquer, alerter. L'intellectuel est celui qui refuse les évidences, qui dérange les certitudes, qui empêche la société de s'endormir dans le conformisme. C'est un rôle inconfortable, souvent impopulaire. On accusera l'intellectuel critique d'être un trouble-fête, un rabat-joie, un pessimiste. Voltaire a essuyé toutes ces critiques. Il a continué malgré tout. Il nous enseigne aussi l'importance de l'ironie comme arme politique. Face aux puissants, face aux dogmes, la confrontation frontale est souvent suicidaire. L'ironie permet de dire des choses graves sur un ton léger. Elle désarme l'adversaire. Elle fait rire et réfléchir en même temps. Le rire voltairien n'est pas un rire franc et joyeux. C'est un rire grinçant, amer, qui cache souvent la colère et l'indignation. Mais c'est un rire efficace, qui déstabilise l'ennemi mieux qu'un long discours solennel. Voltaire nous montre enfin qu'on peut être à la fois un intellectuel engagé et un homme d'affaires avisé, un penseur sérieux et un mondain brillant, un philosophe profond et un pamphlétaire féroce. Il n'y a pas de contradiction entre ces différentes facettes. Au contraire, elles se renforcent mutuellement. Sa fortune lui donnait l'indépendance nécessaire pour critiquer le pouvoir. Sa fréquentation des salons lui permettait de comprendre les mécanismes du pouvoir et d'y placer ses idées. Son talent littéraire rendait ses arguments persuasifs. Le XVIIIe siècle a été le siècle de Voltaire. Il en a incarné l'esprit. Critique, curieux, optimiste malgré tout. Il croyait au progrès,
à l'amélioration possible de la condition humaine. Il pensait que la raison et l'éducation finiraient par dissiper les ténèbres de l'ignorance et du fanatisme. C'était une foi laïque, une religion du progrès qui animait toutes les lumières. Nous savons aujourd'hui que cette foi était en partie illusoire. Le XXe siècle a montré que la barbarie peut coexister avec les Lumières, que la raison peut servir le mal autant que le bien. Mais cela n'invalide pas le combat voltairien. Au contraire, cela le rend plus nécessaire que jamais. Parce que le fanatisme n'a pas disparu. Parce que l'intolérance continue de faire des victimes. Parce que l'obscurantisme trouve toujours de nouvelles formes. Parce que le despotisme se réinvente constamment. Les ennemis que combattait Voltaire sont toujours là, sous d'autres noms, avec d'autres visages. Et les armes qu'il a forgées restent utiles. L'esprit critique, le doute méthodique, l'ironie, la tolérance, le respect des droits humains. Penser aujourd'hui l'héritage de Voltaire, c'est refuser le double piège du culte béat et du rejet global. Voltaire n'était pas un saint, il ne faut pas l'idéaliser. C'était un homme de son temps, avec ses grandeurs et ses petitesses. Mais c'était aussi un géant, qui a élargi l'espace de la pensée libre, qui a montré qu'un individu déterminé peut changer le cours de l'histoire. Non pas en prenant les armes, non pas en prenant le pouvoir, mais simplement en écrivant, en argumentant, en persuadant. Cette leçon reste actuelle. À l'heure des réseaux sociaux, des fake news, des manipulations de masse, nous avons besoin plus que jamais de l'esprit voltairien. Cet esprit qui refuse les certitudes absolues, qui vérifie les sources, qui compare les versions, qui cherche la vérité même quand elle dérange. Cet esprit qui accepte le débat, qui écoute l'adversaire, qui peut changer d'avis face aux arguments. Cet esprit qui refuse les boucs émissaires, les simplifications abusives, les théories du complot. La tolérance voltairienne n'est pas un relativisme mou où toutes les opinions se valent. C'est au contraire une éthique exigeante. Elle implique de défendre le droit de l'autre à s'exprimer, tout en gardant le droit de critiquer ce qu'il dit. Elle suppose qu'on peut désapprouver fermement une idée sans vouloir faire taire celui qui la défend. Elle repose sur la conviction que la vérité émerge du débat libre et contradictoire, pas de l'imposition autoritaire d'une doctrine. Voltaire croyait au pouvoir des idées. Il pensait qu'une idée juste finit toujours par s'imposer si on lui laisse le temps et l'espace de circuler. C'était peut-être naïf. L'histoire montre que les mauvaises idées peuvent triompher durablement, que la propagande peut l'emporter sur la raison. Mais cette foi dans les idées reste nécessaire. Sans elle, tout combat intellectuel perd son sens. Si nous ne croyons pas que nos arguments peuvent convaincre, pourquoi argumenterions-nous ? Le style de Voltaire mérite aussi qu'on s'y attarde. Il écrivait avec une clarté, une précision, une élégance qui n'ont jamais été surpassées en français. Pas de jargon, pas de phrases tortueuses, pas d'obscurité complaisante. Chaque mot était pesé, chaque phrase équilibrée. Cette limpidité n'était pas le signe d'une pensée superficielle. Au contraire, c'était le résultat d'un travail acharné. Voltaire réécrivait sans cesse ses textes, les polissait, les allégeait. Il avait compris qu'on ne convainc que si on est compris, et qu'on est compris que si on est clair. Cette leçon stylistique est précieuse. À une époque où le jargon académique rend illisible tant de travaux universitaires, où le langage technocratique obscurcit le débat politique, où les réseaux sociaux encouragent la confusion et l'approximation, nous aurions bien besoin de la clarté voltairienne. Écrire clairement, ce n'est pas simplifier outre mesure, c'est respecter le lecteur. C'est avoir l'honnêteté intellectuelle de dire exactement ce qu'on pense, sans se cacher derrière des formulations ambiguës.
Voltaire était aussi un maître de la brièveté. Ses contes philosophiques font rarement plus de 100 pages. Ses pamphlets tiennent en quelques feuilles. Il savait qu'un texte trop long lasse le lecteur, perd son efficacité. Il privilégiait toujours la formule frappante au développement laborieux. Cette économie de moyens est une forme de respect du temps d'autrui. Elle suppose qu'on a réfléchi avant d'écrire, qu'on sait exactement ce qu'on veut dire et comment le dire de la manière la plus percutante. En même temps, Voltaire était capable de productions monumentales. Sa correspondance compte plus de 20 000 lettres. Ses œuvres complètes remplissent des dizaines de volumes. Cette double capacité, d'écrire court et percutant quand il le faut, long et détaillé quand c'est nécessaire, témoigne d'une maîtrise exceptionnelle du métier d'écrivain. Il adaptait sa forme au fond. Une injustice à dénoncer, un pamphlet de quelques pages suffit. Une question historique complexe, un gros volume s'impose. Voltaire ne sacrifiait jamais le fond à la forme, ni la forme au fond. Son talent de conteur est souvent sous-estimé. Candide n'est pas seulement un texte philosophique. C'est d'abord un récit captivant, plein de rebondissements, de personnages hauts en couleur, de situations cocasses ou tragiques. Les aventures s'enchaînent à un rythme effréné. Le lecteur est emporté dans un tourbillon d'événements. C'est cette qualité narrative qui assure la survie du texte. Si Candide n'était qu'une démonstration philosophique, il serait oublié depuis longtemps. Mais c'est un bon roman, drôle et triste, qui se lit avec plaisir, indépendamment de son message philosophique. Cette fusion du fond et de la forme, de la pensée et du récit, de l'argument et du divertissement, caractérise le génie voltairien. Il n'a jamais sacrifié la littérature à la philosophie. Il pensait qu'on pouvait être à la fois profond et agréable, sérieux et amusant. C'était un pari audacieux. La plupart des philosophes de son temps écrivaient de manière austère, dans l'idée que la vérité doit être difficile d'accès. Voltaire, au contraire, voulait rendre la philosophie accessible au plus grand nombre. Il démocratisait la pensée en la rendant lisible. Ce projet de vulgarisation philosophique n'était pas sans risque. On pouvait l'accuser de superficialité, de simplification excessive. Certains philosophes académiques le méprisaient pour cette raison. Ils pensaient qu'il galvaudait la philosophie en la transformant en divertissement mondain. Voltaire ne se souciait guère de ces critiques. Il visait un public large, au-delà du cercle étroit des spécialistes. Il voulait que ses idées circulent, qu'elles influencent les mœurs, qu'elles changent la société. Pour cela, il fallait être lu. Son succès commercial était immense. Ses livres se vendaient par milliers d'exemplaires, chiffre considérable pour l'époque. Il était traduit dans toutes les langues européennes. De Saint-Pétersbourg à Lisbonne, de Londres à Naples, on lisait Voltaire. Il était devenu une marque, presque une industrie. Les éditeurs se battaient pour publier ses œuvres. Les libraires savaient qu'un nouveau texte de Voltaire se vendrait à coup sûr. Ce succès commercial lui assurait une indépendance financière totale. Il ne dépendait plus des pensions, des mécènes, des faveurs aristocratiques. Cette indépendance économique était la condition de son indépendance intellectuelle. C'est un point crucial, souvent négligé. Les philosophes qui vivaient de pensions royales ou aristocratiques devaient faire attention à ne pas trop déplaire à leurs protecteurs. Ils pratiquaient l'autocensure. Voltaire, riche par ses propres moyens, pouvait dire ce qu'il pensait. S'il perdait une pension, peu importe. Si un livre était interdit en France, il le publiait en Hollande ou en Suisse. Sa fortune lui donnait une liberté que peu d'intellectuels de son temps possédaient. Il faut aussi souligner le rôle de l'imprimerie et du marché du livre dans la carrière de Voltaire. Sans la multiplication des imprimeries, sans le développement d'un marché européen du livre,
Sans les réseaux clandestins de distribution qui contournaient la censure, Voltaire n'aurait jamais eu l'influence qu'il a eue. Il a su exploiter toutes les possibilités techniques et commerciales de son époque. Il connaissait les éditeurs, négociait les contrats, surveillait les éditions pirates. Il était un écrivain moderne, conscient des enjeux économiques de la production littéraire. La censure, paradoxalement, servait sa cause. Un livre interdit se vendait mieux qu'un livre autorisé. L'interdiction créait la publicité. Les lecteurs étaient curieux de découvrir ce que le pouvoir voulait cacher. Voltaire le savait. Il provoquait parfois l'interdiction pour stimuler les ventes. Il publiait anonymement, puis laissait filtrer qu'il était l'auteur. Il jouait avec la censure comme un chat avec une souris. Les censeurs, souvent, étaient moins intelligents que lui. Ils interdisaient des livres pour des raisons idiotes, ce qui ridiculisait le pouvoir et renforçait l'aura de Voltaire. Ce jeu du chat et de la souris était aussi dangereux. Voltaire a passé du temps en prison. Il a dû s'exiler plusieurs fois. Il vivait sous la menace constante d'une nouvelle arrestation. Cette précarité juridique explique en partie son installation à Ferney, à la frontière suisse. De là, il pouvait surveiller les deux côtés. Si la police française venait l'arrêter, il passait en Suisse en quelques minutes. Si Genève devenait trop hostile, il revenait en France. Cette position géographique stratégique lui assurait une sécurité maximale. Ferney devint ainsi une sorte d'État dans l'État, un territoire de liberté au milieu de l'Europe absolutiste. Voltaire y exerçait une autorité de fait. Il rendait la justice, organisait l'économie, accueillait les réfugiés. C'était un despote éclairé en miniature, réalisant à petite échelle ce qu'il espérait voir se réaliser à l'échelle des royaumes. L'expérience eut un certain succès. Ferney prospéra. Les habitants étaient mieux traités que dans les seigneuries voisines. Voltaire pouvait se vanter d'avoir amélioré concrètement la vie de quelques centaines de personnes. Mais cette réussite limitée montre aussi les limites du despotisme éclairé. Cela ne fonctionne que si le despote est réellement éclairé, bienveillant, compétent. Si Voltaire avait été cruel ou incompétent, Ferney aurait été un enfer. Le système dépendait entièrement de la vertu d'un seul homme. Ce n'est pas une base solide pour organiser la société. D'où l'importance des institutions, des lois, des contre-pouvoirs, des droits garantis. Voltaire comprenait cela intellectuellement. Mais politiquement, il restait attaché à l'idée qu'un bon roi vaut mieux qu'une constitution. Cette confiance dans le despotisme éclairé était partagée par beaucoup de philosophes des Lumières. Ils voyaient les masses comme ignorantes, superstitieuses, incapables de se gouverner elles-mêmes. Ils pensaient que seule une élite éduquée pouvait diriger raisonnablement la société. Cette vision élitiste nous choque aujourd'hui. Elle explique pourquoi Voltaire n'a pas été vraiment démocrate, pourquoi il a craint les soulèvements populaires, pourquoi il s'est méfié de Rousseau et de ses idées égalitaires. Pourtant, malgré cet élitisme, Voltaire a contribué à préparer la démocratie. En défendant la liberté d'expression, en réclamant l'égalité devant la loi, en combattant les privilèges injustifiés, il sapait les fondements de l'Ancien Régime. Ces idées, une fois lâchées dans le monde, ont produit des effets qu'il n'avait pas prévus. Les révolutionnaires de 89 se sont réclamés de lui. Les républicains du XIXe siècle l'ont célébré. Les laïcs français l'ont adopté comme patron. Chacun a pris ce qui l'arrangeait dans l'héritage voltairien, quitte à en oublier les aspects gênants. C'est le destin de tous les grands penseurs. Leur pensée leur échappe. Elle est interprétée, réinterprétée, déformée, instrumentalisée. Voltaire est devenu un symbole au contour flou, que chacun remplit de son propre contenu. Pour les uns, c'est le champion de la laïcité anticléricale. Pour d'autres, c'est le défenseur des droits humains. Pour d'autres encore,
C'est le représentant de l'esprit français, léger et profond à la fois. Toutes ces lectures sont partiellement vraies et partiellement fausses. La vérité est que Voltaire était un homme complexe, contradictoire, insaisissable. Il échappait à toute classification simple. Il n'appartenait à aucun camp, à aucune école. Il était son propre parti. Cette indépendance farouche faisait sa force et sa faiblesse. Sa force, parce qu'elle lui permettait de penser librement, sans se soucier de cohérence idéologique. Sa faiblesse, parce qu'elle le laissait parfois isolé, sans allié fiable dans les moments difficiles. Ses relations avec les autres philosophes étaient souvent tendues. Il admirait certains, méprisait d'autres, jalousait quelques-uns. Il était capable de grande générosité intellectuelle, soutenant des jeunes talents, défendant des collègues attaqués. Mais il pouvait aussi être mesquin, envieux, vindicatif. Il ne pardonnait jamais une offense. Il poursuivait ses ennemis avec une hargne qui paraît parfois excessive. Ces défauts humains ne doivent pas nous faire oublier la grandeur de son œuvre et de ses combats. Car au final, c'est bien par ses combats que Voltaire reste présent dans notre mémoire collective. Les affaires Calas, Sirven, Labarre sont devenues des symboles de la lutte contre l'injustice. Le traité sur la tolérance est un classique de la philosophie politique. Candide reste un des livres les plus lus de la littérature française. Ces œuvres ont traversé les siècles parce qu'elles touchent à des questions universelles et permanentes. Comment vivre ensemble malgré nos différences? Comment limiter l'arbitraire du pouvoir? Comment faire triompher la raison contre le fanatisme? Ces questions n'ont pas trouvé de réponse définitive. Chaque génération doit les reposer, les repenser, les adapter aux circonstances nouvelles. Voltaire ne nous donne pas de solution toute faite. Il nous donne une méthode. Douter, questionner, vérifier, comparer, rire des absurdités, s'indigner des injustices, agir quand on le peut. C'est une éthique modeste mais exigeante. Elle ne promet pas le salut. Elle promet seulement qu'on aura fait de son mieux pour rendre le monde un peu moins injuste, un peu moins cruel, un peu plus rationnel. Cette modestie contraste avec l'ambition des grandes idéologies du XXe siècle. Voltaire ne prétendait pas refaire l'homme ou la société. Il voulait simplement corriger les abus les plus criants, adoucir les mœurs, répandre un peu de lumière. C'est un programme réformiste, pas révolutionnaire. Certains lui reprochent ce manque d'ambition. Ils auraient voulu qu'il appelle à renverser l'ordre établi, à instaurer une société radicalement nouvelle. Mais Voltaire se méfiait des utopies. Il avait vu trop de violences commises au nom d'idéaux absolus pour croire aux révolutions totales. Cette sagesse prudente peut sembler décevante, mais elle a évité bien des catastrophes. Les révolutions qui ont voulu tout changer d'un coup ont souvent produit des tyrannies pires que ce qu'elles prétendaient combattre. Les réformes progressives, menées avec patience et pragmatisme, ont parfois obtenu de meilleurs résultats durables. Voltaire préférait les petits progrès concrets aux grands bouleversements théoriques. Cette préférence reflète son tempérament, mais aussi une certaine lucidité sur la nature humaine et les possibilités réelles de transformation sociale. Il faut aussi dire un mot du Voltaire privé, de l'homme derrière l'œuvre. C'était quelqu'un de difficile à vivre, hypocondriaque, toujours malade ou se croyant tel, irritable, susceptible, parfois injuste avec ses proches. Il pouvait être généreux et mesquin, chaleureux et cassant. Il avait besoin d'admiration, de reconnaissance. Il supportait mal la critique. Il était vaniteux, conscient de son génie et peu modeste à ce sujet. Tous ces défauts sont attestés par les témoignages de ceux qui l'ont fréquenté. Mais il avait aussi des qualités humaines remarquables. Il était fidèle en amitié, quand l'amitié tenait. Il pouvait se montrer compatissant, attentif aux souffrances d'autrui. Ses combats pour les victimes d'injustice n'étaient pas seulement intellectuels. Il y mettait une vraie émotion, une vraie indignation. Il mobilisait son argent, son temps, son énergie
pour défendre des gens qu'il ne connaissait pas, qui ne pouvaient rien pour lui. Cette générosité morale rachète bien des petitesses personnelles. Sa vie amoureuse fut compliquée. Il n'a jamais été marié. Sa grande passion fut Émilie du Châtelet, avec qui il vécut 15 ans. C'était une relation égalitaire, rare pour l'époque. Émilie n'était pas seulement une maîtresse. C'était une collaboratrice intellectuelle à part entière. Voltaire la respectait, admirait son intelligence, sollicitait son avis. Après sa mort, il eut d'autres liaisons, mais aucune ne remplaça vraiment Émilie. Sa nièce, Madame Denis, qui l'accompagna à Ferney, fut probablement sa maîtresse, ce qui choque nos sensibilités modernes, mais était moins exceptionnel au XVIIIe siècle. Il n'eut pas d'enfant. Cette absence de descendance directe explique peut-être son besoin de laisser une postérité intellectuelle. Ses livres, ses idées étaient ses enfants. Il s'en occupait avec le soin jaloux d'un père. Il surveillait leur circulation, défendait leur réputation, les protégeait contre les attaques. Cette métaphore paternelle revient souvent sous sa plume. Il parlait de ses œuvres comme d'une famille nombreuse et turbulente. Sa santé fut toujours fragile. Depuis l'enfance, il était malingre, sujet aux fièvres, aux troubles digestifs, aux migraines. Il consultait constamment des médecins, prenait une quantité invraisemblable de remèdes. Il se plaignait sans cesse d'être au bord de la tombe. Pourtant, il vécut 84 ans, âge considérable pour l'époque. Cette robustesse cachée sous des apparences chétives étonne ses contemporains. On se moquait gentiment de ce vieillard qui annonçait sa mort prochaine depuis 40 ans et continuait d'écrire avec une énergie de jeune homme. Son rapport à l'argent mérite attention. Voltaire était riche et ne s'en cachait pas. Il gérait sa fortune avec soin, investissait, spéculait, prêtait à intérêt. Cette activité financière choquait certains. Un philosophe ne devrait-il pas mépriser l'argent, vivre pauvrement, se consacrer uniquement aux choses de l'esprit ? Voltaire rejetait cette vision romantique de l'intellectuel désintéressé. Il pensait qu'un écrivain doit vivre de sa plume, gérer ses affaires, assurer son indépendance matérielle. C'était une conception moderne, professionnelle, du métier d'écrivain. Cette aisance financière lui permit de soutenir de nombreuses causes. Il finança des procès, aida des familles ruinées par l'injustice, paya les frais d'avocat de victimes d'erreurs judiciaires. Il employa des dizaines de personnes à Ferney. Il investit dans l'éducation, la santé, le développement économique de sa région. Sa richesse ne fut pas stérile. Elle servit aussi bien ses intérêts personnels que des causes plus larges. C'est un équilibre difficile à tenir, mais Voltaire y parvint assez bien. Son athéisme supposé fait débat. En réalité, Voltaire n'était pas athée au sens strict. Il croyait en Dieu, mais à un Dieu abstrait, lointain, qui n'intervient pas dans les affaires humaines. C'est la position déiste classique des Lumières. Pourquoi cette position plutôt que l'athéisme pur ? Voltaire pensait que l'athéisme était dangereux pour le peuple. Il craignait que sans la croyance en Dieu et en l'immortalité de l'âme, les masses ne se livrent aux pires excès. Il réservait l'athéisme aux esprits forts, capables de se donner une morale sans référence transcendante. Cette distinction élitiste entre une vérité pour les philosophes et une autre pour le peuple nous paraît aujourd'hui choquante. Elle témoigne des préjugés sociaux de Voltaire. Mais elle reflète aussi une inquiétude réelle. Comment fonder la morale sans Dieu ? C'est une question que les philosophes débattent depuis des siècles. Voltaire n'avait pas de réponse satisfaisante. Il préférait maintenir une croyance minimale plutôt que de risquer l'effondrement moral qu'il imaginait suivre l'athéisme généralisé. Son combat contre l'Église catholique était féroce. Il voyait en elle l'incarnation du fanatisme, de l'intolérance, de l'obscurantisme. Il la tenait pour responsable des guerres de religion, de l'Inquisition,
des persécutions. Sa formule « écrasons l'infâme » visait explicitement l'Église. Mais il faut nuancer. Voltaire ne s'opposait pas à toute religion. Il respectait certains aspects du protestantisme, admirait la tolérance des Quakers, appréciait le confucianisme chinois. Ce qu'il combattait, c'était la prétention d'une Église à imposer ses dogmes par la force, à contrôler les consciences, à punir ceux qui pensent différemment. Ce combat anticlérical a marqué profondément la culture française. La laïcité à la française doit beaucoup à Voltaire. L'idée que la religion est une affaire privée, que l'État doit être neutre, que chacun peut croire ou ne pas croire sans que cela affecte ses droits de citoyen, cette idée vient en droite ligne des Lumières et de Voltaire en particulier. Elle reste aujourd'hui un pilier de l'identité républicaine française, même si elle est parfois incomprise ou contestée. L'Europe des Lumières que Voltaire incarnait était cosmopolite. Il correspondait dans plusieurs langues. Il admirait certains aspects de toutes les nations. Il pensait qu'aucun peuple n'avait le monopole de la civilisation. Cette ouverture contraste avec le nationalisme qui se développera au XIXe siècle. Voltaire était patriote, au sens où il aimait la France et sa culture, mais il n'était pas chauvin. Il reconnaissait volontiers que d'autres pays pouvaient être mieux gouvernés, plus tolérants, plus avancés dans certains domaines. Cette attitude cosmopolite est une des choses que nous pouvons retenir de Voltaire aujourd'hui. À une époque où les replis nationalistes menacent, où les frontières se referment, où la xénophobie progresse, le cosmopolitisme voltairien reste une inspiration. Il nous rappelle que la culture est universelle, que les idées n'ont pas de patrie, que nous avons plus à gagner de l'échange et du dialogue que de l'isolement et du rejet de l'autre. Voltaire a aussi contribué à forger l'idée de progrès. Il croyait que l'humanité avançait, lentement mais sûrement, vers plus de raison, de justice, de bonheur. Cette foi dans le progrès était caractéristique du XVIIIe siècle. Elle s'appuyait sur les avancées scientifiques, sur le développement économique, sur la diffusion des Lumières. Voltaire pensait que son siècle était supérieur au précédent et que les siècles futurs seraient meilleurs encore, à condition que la raison continue de gagner du terrain sur l'ignorance et le fanatisme. Cette vision optimiste a été mise à mal par les catastrophes du XXe siècle. Nous savons maintenant que le progrès technique ne garantit pas le progrès moral, que la civilisation peut basculer dans la barbarie, que l'histoire n'a pas de sens prédéterminé. Mais faut-il pour autant abandonner l'idée de progrès ? Voltaire nous dirait probablement que non. Le progrès n'est pas automatique, mais il est possible. Il dépend de nos efforts, de notre vigilance, de notre engagement. C'est une conquête fragile, toujours à recommencer, jamais définitivement acquise. Cette fragilité du progrès, Voltaire la pressentait. Il savait que les acquis des Lumières pouvaient être perdus. Il voyait bien que le fanatisme n'était pas mort, qu'il se tapissait dans l'ombre, prêt à ressurgir. D'où son acharnement à combattre l'infâme, d'où son travail incessant jusqu'à ses derniers jours. Il se savait dans une course contre la montre. Il fallait répandre les Lumières le plus vite possible, le plus largement possible, avant que les forces obscures ne reprennent le dessus. Cette urgence donne à son œuvre une dimension presque tragique. Voltaire riait, ironisait, se moquait. Mais au fond, il était hanté par la peur du retour en arrière, de la rechute dans la barbarie. Son optimisme affiché cachait une inquiétude profonde. Il espérait que la raison l'emporterait, mais il n'en était pas certain. D'où la nécessité de lutter sans relâche, de ne jamais baisser la garde, de ne jamais cesser d'écrire, d'argumenter, de convaincre. L'écriture était pour lui une arme, peut-être la seule efficace contre la bêtise et la méchanceté. Il ne croyait pas aux révolutions violentes. Il pensait que seule l'éducation, la diffusion des connaissances, le changement des mentalités pouvaient transformer durablement la société. C'était une stratégie à long terme,
qui pouvaient sembler décourageantes. Mais Voltaire était patient. Il savait qu'on ne change pas le monde en un jour. Il se contentait de faire sa part, de poser sa pierre à l'édifice des Lumières, espérant que d'autres continueraient après lui. Et de fait, d'autres ont continué. Les philosophes du XIXe siècle, les républicains, les socialistes, les démocrates, les féministes, les anticolonialistes, tous ont repris certaines idées voltairiennes, les ont adaptées, les ont poussées plus loin. L'héritage de Voltaire s'est diffusé, transformé, enrichi. Il fait maintenant partie du patrimoine commun de l'humanité éclairée. Quand quelqu'un, quelque part dans le monde, défend la liberté d'expression, combat l'intolérance, réclame justice pour une victime de l'arbitraire, il marche dans les pas de Voltaire, qu'il le sache ou non. Cette universalisation de l'héritage voltairien est peut-être son plus grand triomphe. Il n'appartient plus seulement à la France, il appartient au monde. Ses idées ont franchi toutes les frontières. Elles ont inspiré des combats sur tous les continents. De l'abolition de l'esclavage aux droits civiques, de la décolonisation aux luttes contre les dictatures, partout on retrouve l'esprit des Lumières et l'ombre tutélaire de Voltaire. C'est une victoire posthume qui aurait réjoui ce vieil homme vaniteux et généreux. Bien sûr, cette récupération universelle a aussi ses limites. Voltaire est souvent invoqué à tort et à travers. On lui fait dire ce qu'il n'a jamais dit. On l'utilise pour justifier des positions qu'il n'aurait pas forcément approuvées. On simplifie sa pensée, on l'instrumentalise, on en fait un symbole figé. Voltaire vivant était complexe, nuancé, parfois contradictoire. Le Voltaire mythique est devenu une icône plate, unidimensionnelle. C'est le prix de la gloire posthume. Pour retrouver le vrai Voltaire, il faut retourner à ses textes. Les lire, non comme des reliques sacrées, mais comme des œuvres vivantes, stimulantes, parfois dérangeantes. Y chercher non pas des réponses toutes faites, mais des questions pertinentes. Se laisser provoquer par son ironie, interpellé par ses combats, inspiré par son énergie. Le lire avec esprit critique, en acceptant de ne pas tout approuver, en reconnaissant ses limites et ses préjugés, mais en reconnaissant aussi sa grandeur, son courage, son intelligence exceptionnelle. Voltaire n'était pas parfait, aucun homme ne l'est, mais il était grand. Par son talent, par son œuvre, par ses combats, par son influence, il a élargi l'espace de la liberté. Il a montré qu'un individu déterminé peut changer le cours des choses. Il a prouvé que les mots ont un pouvoir, que les idées comptent, que la pensée libre est la plus grande menace pour la tyrannie. Ces leçons restent valables aujourd'hui. Elles resteront valables demain. Alors que nous achevons ce long parcours à travers la vie et l'œuvre de Voltaire, que retenir ? Un homme complexe, contradictoire, imparfait, mais fondamentalement engagé pour la justice et la raison. Un écrivain génial qui a su toucher tous les publics, du plus cultivé au plus modeste. Un philosophe qui préférait l'action à la spéculation, le concret à l'abstrait. Un combattant qui n'a jamais renoncé, malgré les obstacles, les menaces, les déceptions. Un visionnaire qui a pressenti les grands bouleversements à venir, même s'il n'a pas tout anticipé. Un homme du XVIIIe siècle qui parle encore au XXIe. Voilà Voltaire. Ni Dieu ni démon. Simplement un homme, avec ses grandeurs et ses petitesses, qui a essayé de rendre le monde un peu meilleur en écrivant. C'est peu. C'est immense. C'est un exemple qui continue de nous interpeller, de nous questionner, de nous inspirer. Dans un monde qui n'a pas fini de lutter contre le fanatisme, l'intolérance et l'obscurantisme, Voltaire reste étonnamment actuel. Son rire ironique résonne encore. Sa plume acérée est toujours prête à frapper. Son message de tolérance et de raison attend d'être entendu par chaque nouvelle génération. Puissions-nous être dignes de cet héritage,
puissions-nous continuer son combat, à notre manière, avec nos moyens, dans notre époque. C'est le meilleur hommage que nous puissions rendre à ce vieil homme qui, il y a plus de 2 siècles, osait défier les rois et se moquer des prêtres au nom de la dignité humaine et de la liberté de penser.